Hola! On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture du mois de mai. Je suis désolée, je suis actuellement malade, donc vous aurez le droit à la combinaison démouchée et gorge irritée. J'ai lu un petit peu au mois de mai, un petit peu beaucoup. Vous devez voir quelques sorties un peu populaires. Il y a eu du très bon. En fait, ce mois-ci, il y a eu soit du très bon, soit du j'ai pas du tout aimé. Donc on va s'en parler, j'ai hâte. Je sais pas combien de livres ça représente, je pense une petite dizaine. Comme d'habitude pour les points lecture, je vais essayer d'être brève, je ne vais pas réussir, donc prenez votre meilleure tasse d'eau et c'est parti pour une heure de blablatage de je raconte beaucoup trop toutes les émotions qui m'ont traversée pendant mes lectures. Il me semble que j'avais fini le mois d'avril avec ce livre-ci, mais j'ai un petit doute. Quoi qu'il arrive, j'ai lu Better Than the Movies, qui est un livre traduit, c'est juste qu'ils ont gardé le même titre anglais, de Lynn Painter, publié chez Comet. Il me semble que ça vient de chez Albin Michel. J'ai un doute. Et il est très joli. Voilà. Ici, on retrouve le personnage de Lise. Alors, je trouve que le résumé en quatrième de couverture n'est absolument pas révélateur, donc je vais vous faire mon propre résumé. Ici, on retrouve Lise qui va voir revenir dans sa vie son meilleur ami, enfin l'un de ses meilleurs amis d'enfance, et elle est amoureuse, enfin elle a un crush sur lui depuis longtemps et elle aimerait se rapprocher de lui, et sa solution pour se rapprocher de lui c'est de se, entre guillemets, servir de son voisin qui s'appelle, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, Wes, qui lui est son voisin, et en fait les deux se, entre guillemets, battent pour avoir une place de parking qui est située devant leur maison, ou autrement il faut aller plus loin dans le lotissement. Ils ont la flemme et du coup il y a une guéguerre entre eux pour être le premier à avoir cette place. Là-dedans on nous le décrit comme un enemies to lovers, à aucun moment ils sont ennemis. Juste ils se battent pour une place de parking devant leur maison. Bref, elle demande à Wes de l'aider, elle lui dit bah si tu m'aides à sortir, ou en tout cas à me rapprocher de Michael, qui est son crush d'enfance et toujours maintenant, et bah à la place tu auras le droit à garder la place de stationnement pendant 1 an jusqu'à ce qu'il parte à la fac. Il accepte le truc, il essaye de rapprocher Lise de Michael, mais je vous le donne en mille, Wes a toujours fait partie de la vie de Lise et elle se rend pas forcément compte. Lise en plus de ça, elle a une petite, entre guillemets, particularité, c'est que sa maman est décédée et sa maman était fan, genre vraiment méga fan des comédies romantiques, et elle a transmis sa passion à Lise. Sauf que Lise, elle est un peu dans ce truc de je grandis, je suis une adolescente, dans 1 an je vais partir du lycée, je vais vivre ma vie d'adulte, ma mère n'est plus là pour me conseiller et pour guider mes pas. Et son père s'est remarié, en tout cas il est en couple avec une femme qui est adorable, mais Lise ose pas forcément se nouer d'amitié, je sais pas comment dire, elle ose pas forcément laisser une place à sa belle-mère, parce qu'elle a l'impression qu'elle lui vole la place de sa mère, et on va parler de ces différentes thématiques au cours du livre. Je vous avoue que j'étais en pleine panne de lecture quand je l'ai commencé. Donc c'est un peu compliqué pour moi parce que le début je l'ai trouvé très lent, et je ne sais pas s'il était très lent parce que j'étais en panne de lecture et que j'avais du mal à vraiment démarrer mes lectures et me sentir dedans, ou si le début de ce roman est réellement lent et c'est pour ça aussi que j'avais autant de mal à me mettre dedans. Mais du moment où j'ai passé le cap des 100 pages, j'ai dégommé le livre, je me souviens j'étais encore dehors, enfin j'étais tranquille machin. C'était une très bonne lecture. C'était une bonne lecture, je trouve que c'est un bon young adult, j'ai bien aimé les valeurs et les thématiques qui sont abordées. Moi vous savez, j'aime bien quand on prend pas les adolescents pour des imbéciles, j'aime quand une romance young adult va plus loin qu'une simple romance young adult, et j'ai trouvé que c'était le cas avec ce roman-ci. C'est pas le roman de l'année, mais moi il m'a fait du bien, et il m'a fait du bien au point où je l'ai gardé dans mes bibliothèques. Si jamais vous êtes nouveau par ici, vous allez vous dire oui, bah c'est bien, tant mieux pour toi. Je ne garde que les livres que j'ai adorés et les livres que j'aimerais potentiellement un jour relire ou conseiller, ou voilà. Je sais pas s'il va rester éternellement dans ma bibliothèque de livres gardés, mais c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé cette petite morale à la fin. J'ai bien aimé que Lise soit pas un personnage parfait, que aucun des personnages soit parfait, et que en fait c'est assez révélateur de l'espèce humaine, on se focus tellement sur un objectif, sur quelque chose, qu'on voit même pas les choses qui sont autour de nous. Et je suis bien placée pour le savoir, et voilà, je trouvais ça vraiment, je sais pas, j'ai trouvé que ça faisait une vraie morale,
Et même si le début est un peu lent à mon sens, je trouve que le reste de l'histoire en vaut la peine. Les débuts de chapitres commencent toujours par des petites citations, entre guillemets, de films, de comédies romantiques. Et voilà, moi j'ai grandi avec une mère qui est absolument fan des comédies romantiques. Alors j'aime bien les comédies romantiques anglaises surtout. Mais ouais, c'est clair qu'il y avait des petites choses où je me retrouvais là-dedans. Lise a aussi une passion pour plus ou moins la musique. Et enfin, j'ai vraiment bien aimé cette histoire, donc je vous le recommande. Juste petit bémol, 19,95€ pour 300 et quelques pages pour un young adult. Alors très mignonne hein, les petites fleurs, mais arrêtez de vendre des livres 20€ pour des jeunes qui ont entre 13 et 20 ans quoi. Ensuite j'ai lu The Roman, qui est Yellow Face de Rebecca F. Kwang, je sais pas comment on le prononce. Je suis désolée. Je l'ai dans cette magnifique édition. Voilà, j'en suis très fière. Lui aussi, c'est un livre que j'ai gardé. Et c'est un livre avec lequel je vais avoir du mal à vous en parler. J'en avais déjà, enfin j'avais eu beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à en parler lors d'un précédent vlog, que je vous mettrai dans le petit i et en barre d'informations. Et j'ai toujours autant de mal à en parler, parce que... Bref, je vais déjà commencer par le résumer avant de vous donner mon avis là-dessus. Ici, on suit le point de vue de June, qui est amie avec Athéna, pardon. Athéna et elle étaient dans la même fac, elles se sont retrouvées à être colocs, elles s'entendaient bien mais c'était pas non plus les meilleures amies au monde. Les deux ont pris le même chemin vers l'écriture et elles ont été publiées pratiquement au même moment. Sauf que June, elle a été... Alors, je ne sais pas si vous connaissez le monde éditorial américain, mais c'est pas comme en France, c'est-à-dire que vous allez chercher un agent et c'est l'agent qui va aller démarcher les maisons d'édition pour que vous puissiez vous faire publier. Donc June, elle a trouvé un agent qui a réussi à lui permettre d'être publiée, mais c'est pas dans une grosse maison d'édition, son agent n'est pas très investi auprès d'elle non plus. Et Athéna, elle, pour le coup, elle a eu un ou une agente, je ne sais plus, incroyable, qui lui a trouvé un contrat dans une maison d'édition qui était plutôt populaire, je crois que c'était chez Penguin. Et en gros derrière best-seller, et elle a fait que enchaîner les best-sellers, elle a écrit 2 ou 3 romans, là où June elle a écrit qu'un seul roman qui s'est moyennement vendu, elle ne peut pas vivre de sa plume donc elle doit travailler en tant que prof en parallèle où elle donne des cours d'écriture il me semble, là où Athéna vit pleinement de sa plume. Athéna est d'origine asiatique, Athéna est chinoise et ça a vraiment son importance dans l'histoire. Et en gros les deux filles sont pas forcément proches, mais Athéna dans sa vie elle est proche de personne, la seule personne qui puisse se qualifier d'amie ce serait June, alors qu'elles sont pas... voilà. Les deux femmes sont plus ou moins en contact, un jour Athéna elle invite June chez elle, et Athéna va décéder. Donc vraiment c'est accidentel, c'est absolument pas calculé, etc. Sauf qu'avant de mourir, elle avait montré, enfin June était tombée par hasard sur un manuscrit qu'a écrit Athéna. Athéna a la particularité de ne pas écrire sur ordinateur, elle écrit tout sur une machine à écrire, et elle ne fait lire son texte qu'une fois qu'il est terminé. Donc il y avait ce manuscrit, il y avait ses carnets d'écriture, et June décide de s'en emparer. Et June va être très perturbée par la mort d'Athéna, parce que c'était une mort assez violente. Elle a assisté à ça en plus de ça, donc c'était assez traumatisant. Mais par la suite, elle va s'intéresser à ce roman qu'a écrit son amie, et elle va décider de le reprendre, donc de réécrire cette histoire, parce que c'était un premier jet et qu'il était très brouillon, et elle va décider de le soumettre à son agent pour qu'elle puisse se faire publier. Banco, ça marche, les maisons d'édition se l'arrachent, elle arrive à avoir un contrat de je ne sais pas combien de milliers de dollars, elle peut quitter son travail de prof, et en gros, June, plutôt que dire que ce roman a été écrit par Athéna et qu'elle l'a peaufiné et que c'est un hommage à son amie, June va décider de s'accaparer, de s'approprier le texte d'Athéna, et va sortir le roman comme si c'était le sien, comme si toutes ses idées venaient d'elle et que c'était des thématiques qui la touchaient. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que le roman en question est un roman qui parle des travailleurs chinois, enfin des soldats chinois. Alors je ne sais pas, je suis pas hyper calée dans cette thématique, donc j'ai pas envie d'être maladroite et de vous donner des mauvaises informations, mais en gros des Chinois ont été obligés, enfin contraints,
c'était un peu du chantage, de dire il faut venir en France pour se battre pendant la Première Guerre mondiale parce que les Français ont besoin de vous, machin. Alors, vraiment, il y avait ce côté un peu, genre, il faut y aller, un peu pour l'honneur, machin. Vous connaissez l'issue de la Première Guerre mondiale qui est un peu mitigée, et en gros, ces Chinois se sont retrouvés à être en France, à ne pas être intégrés dans notre pays, et à ne pas pouvoir retourner dans le leur. Il y avait aussi des accords entre le Royaume-Uni, parce que c'était quand même un peu sous ce couvert d'esclavagisme, etc., de colonialisme en tout cas, et il y avait aussi des accords avec le Canada, mais grosso modo, c'était ça. Donc vous imaginez une jeune femme blanche qui avait écrit un premier roman qui était une romance, qui écrit un deuxième roman qui parle de Chinois lors de la Seconde Guerre mondiale. Je vous dis que j'ai du mal à qualifier ce roman et à vous donner un véritable avis dessus, parce que pour moi il y a deux choses qui se distinguent, il y a le fond et la forme. Le fond de cette histoire, c'est que dans le milieu de l'édition, c'est un milieu raciste, d'ailleurs c'est démontré, hein, c'est vraiment l'une des grosses thématiques. C'est pour dénoncer le racisme omniprésent dans les maisons d'édition. J'avais beaucoup parlé d'homophobie, mais on peut aussi y relier au racisme, c'est-à-dire qu'une personne blanche aura plus de chances d'être publiée dans une maison d'édition, même en traitant de sujets qui ne la concernent pas par rapport à des religions, des couleurs de peau, enfin des ethnies, ou des orientations sexuelles qu'une personne concernée. Voilà. Grosso modo, c'est ce qui se trouve dans le bouquin. Il y a plein d'autres thématiques, mais je pourrais pas toutes vous les lister, mais grosso modo, c'est un petit peu ça. Ces blancs qui s'approprient les histoires des autres, et en plus de ça, c'est littéralement le cas dans cette histoire, parce que June vole l'œuvre d'Athéna. Mais ça pose la deuxième question de oui, mais c'était un premier jet, il y avait plein de choses qui avaient besoin d'être remaniées, et June a quand même fait sa propre version du bouquin. En plus de ça, c'est une blanche qui a fait sa propre version du bouquin, et en fait ce que voulait montrer Athéna sur certains aspects, qui sont importants d'un point de vue historique et qui sont vraiment très importants pour expliquer l'exploitation de ces Chinois, June l'a romantisé avec son éditrice parce que son éditrice était aussi blanche et du coup elles ont romantisé quelque chose, elles ont mis les blancs comme oh là là ces pauvres colons, regardez l'empathie dont ils sont possibles, qui est possible pour ces pauvres Chinois, voilà, il y a eu beaucoup de choses par rapport à ça, et il y a un petit peu des sous-sujets aussi parce que on est du point de vue de June, et June est blanche, et June ne sait pas... C'est pas quelqu'un qui a travaillé sur elle et qui s'est documenté et qui continue de s'instruire par rapport aux minorités et à ce qu'il en est. Donc à de nombreuses reprises, June est extrêmement raciste dans ses propos, et je me suis un peu déconstruite de mon côté pour certaines thématiques. Alors je reste blanche et il y a plein de choses que je ne comprendrai jamais, et voilà, je suis pas forcément la mieux concernée pour vous parler de ces thématiques là, mais on va dire que ma rubrique s'adresse à d'autres blancs. Il y a beaucoup de choses où June est complètement raciste et insultante. Enfin, à un moment donné, il y a la cérémonie, il y a les funérailles de Athéna et elle parle de Corée, alors que à aucun moment Athéna est coréenne, elle est chinoise. Il y a plein de petites choses comme ça où, en fait, ça pourrait paraître de la maladresse, et je pense que certains vont dire oh elle est maladroite, alors que non non, elle est juste raciste et elle ne s'en rend pas compte. Il y a plein de choses où je suis sûre que même moi je peux être raciste parce que je me rends pas compte de certaines choses, et c'est complètement lié à mon ethnie, à ma couleur de peau. Pour moi il y a vraiment ce fond là qui est hyper intéressant, hyper important, j'ai adoré ce bouquin par rapport à ça, les dénonciations, etc. Après il y a la forme. Et si j'ai adoré, on va dire, le premier tiers de l'histoire où c'est vraiment focus sur le milieu de l'édition, sur June, sur une assistante qui tourne autour et qui parle notamment de sensitivity, pardon, readers, donc des gens, je sais plus comment ils l'ont qualifié, et des fois il y a des traductions, j'ai pas trop aimé les termes parce qu'on prend des termes en anglais, là ils les ont traduits et ça me perturbait. Mais en gros on fait appel à des personnes concernées pour dire est-ce que ce récit, il y a des choses qu'il faudrait modifier parce que voilà, ça risque d'être maladroit, ça risque d'être raciste, donc qu'est-ce qu'il faudrait revoir? June s'y oppose, et l'assistante est en train d'insister, de dire non mais c'est important. June est un personnage où à des moments j'étais là, ah je peux entendre son point de vue, même s'il est complètement genre, je peux comprendre ce qu'elle veut dire, et je détestais comprendre ce qu'elle voulait dire, vous voyez ça me rendait hyper mal à l'aise. Mais il y avait ce truc là, et à côté de ça c'est un personnage tellement antipathique, c'était abusé quoi, vraiment.
Je trouve qu'on va pas au bout des choses en termes de forme de l'histoire. On voit la maman d'Athéna, mais elle n'est pas forcément très présente. On a plein de questionnements. Alors, toutes les questions soulevées sont pas répondues. Et c'est normal parce que ce livre se veut, je veux dire philosophique, on a peut-être pas abusé, mais ce livre veut dénoncer des choses, donc forcément il y a des questionnements, il y a des choses qui resteront comme ça en suspens. C'est vrai qu'il y a un déroulé de l'histoire où j'étais là, mais ça je m'en fous. Enfin, il y avait des trucs où il y avait des longueurs et il y avait des je sais pas, il y avait des choses et je pense que c'était pour rendre aussi June un peu plus antipathique, un peu plus détestable. Et enfin je sais pas, il y a plein de choses dans la forme où je suis pas méga fan. La fin m'a laissé sceptique. Alors en même temps je la comprends cette fin, parce qu'il n'y a pas de véritable fin, c'est une fin ouverte, et je la comprends, et je comprends ce que veut dire l'autrice et pourquoi elle l'a fait comme ça, mais j'aurais aimé avoir une petite morale, et j'aurais aimé me dire que non, il y a... Enfin, je sais que c'est sans fin, parce que c'est quelque chose qui existe dans le milieu de l'édition, et que c'est pas prêt de disparaître, et que l'autrice veut nous montrer que pour avoir l'attention des personnes et parce que le milieu éditorial est ultra concurrentiel, il faut toujours publier, il faut toujours être dans cette espèce de concurrence, je comprends. Mais il y a une partie de moi qui est là genre, mais j'aurais voulu avoir une vraie fin fermée quoi. Donc voilà, complètement conquise par le fond, complètement conquise aussi par... Alors la traduction, je suis pas la mieux passée pour parler de traduction parce que c'est pas du tout mon domaine, mais il y avait des termes où des fois je me suis dit, mais... Ah ok, c'est tel terme en anglais. Genre on en parle assez régulièrement dans le milieu éditorial ou même nous entre booktubeurs, bookstagrammeurs, booktalkers, etc. Du coup de les voir traduits ça m'a vraiment perturbée. Par contre il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que ça m'a donné envie de reprendre Babel. Alors une amie me l'a envoyé en e-book, donc je pense que je le continuerai en e-book. J'avais lu une bonne centaine de pages de Babel, je pense que je vais le reprendre. Et j'aimais bien ce que je disais de Babel, c'est juste que c'était une plume plus lourde parce qu'on est dans un univers de fantastique, non pas fantasy, fantastique. Ça m'a vraiment donné envie d'aller vers Babel et de comprendre que ce qui est le plus important c'est plutôt le fond et que la forme ça va passer en second plan et c'est complètement ok. J'aimais déjà bien ce que je disais dans Babel, alors j'étais juste au tout début de l'entrée dans cet univers un petit peu magique. J'étais plus sur le colonialisme jusqu'à présent, mais ça m'avait plu cet aspect-là. Et voilà, ça m'a ouvert un peu plus, je sais pas comment dire, ça m'a donné envie de retourner vers Babel, donc c'est une bonne chose. Celui-ci, comme je vous l'ai dit, je le garde dans ma bibliothèque et je vous en reparlerai, je pense, assez régulièrement parce que c'est un livre auquel je pense encore. Vous voyez, donc c'est à ce point-là, déjà qu'il est important de manière générale pour dénoncer les choses, mais il est aussi important pour moi où ça me laisse toujours réfléchir et quand il y a d'autres parutions qui sortent, quand là on va arriver sur la rentrée littéraire, il y a à nouveau ce questionnement qui va revenir de ces blancs qui s'approprient les histoires des autres, ces blancs qui racontent des événements qui ne concernent pas leur ethnie, etc. Et bref, ça va continuer d'emberger dans ma tête. On va continuer sur une thématique pas très gaie. Je vais vous parler de Pleurer au supermarché de Michel Zauner. Pareil, j'en ai parlé en vlog, mais maintenant j'ai un peu posé le bouquin, je me suis un peu posée avec lui et ça me permet d'en parler en toute entre guillemets objectivité. Même si je suis pas objective parce que c'est un avis personnel. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ici on suit l'autrice, Michel Zauner, qui est une jeune fille américano-coréenne. Sa maman est coréenne, son père est américain. Et elle va nous expliquer, enfin elle va conter sa vie, mais elle va surtout se focaliser sur le cancer de sa maman. Donc comment sa mère a appris la nouvelle, comment est-ce que elle a lutté contre la maladie mais qui était à un stade déjà avancé, son décès également, elle va nous parler de tout ça et en même temps elle va nous ramener des souvenirs d'enfance et beaucoup de souvenirs tournés vers la Corée parce que sa maman et elle avaient l'habitude d'aller assez régulièrement en Corée l'été, je crois que c'était tous les 2 ans qu'elle y allait et du coup elle découvrait sa mère avec un nouveau visage et il y a beaucoup de choses où Michel Zauner revient dessus et nous explique, on voit ô combien sa mère avait un rôle dans sa vie et ô combien elle l'aimait et que l'amour que portait sa mère pour elle, c'était pas un amour, je sais pas comment vous dire, les Américains sont assez exubérants, ils ont besoin de montrer, de faire, de dire ô combien leur enfant est extraordinaire et de leur répéter, il y a un peu cette culture là de faut faire des compliments, faut en rajouter des tonnes. Donc Michel elle était dans une société qui se voulait valorisante,
alors que sa mère est coréenne et que l'amour qu'elle a pour sa fille est indéniable, mais ça passe par tiens-toi droite, mange correctement, et des bonnes notes. Devient un peu genre cette personne-là. Et Michel en a beaucoup voulu à sa mère dans l'adolescence et au début de sa vie d'adulte, et ça a un petit peu éloigné les femmes. Et avec l'annonce de sa maladie, et ensuite plus tard avec son décès, on l'apprend dès le début que sa maman est décédée, hein, je vous spoil rien. En fait, elle revient un peu sur ses souvenirs et elle voit la pudeur de sa mère et elle voit combien sa mère l'aimait et que ça passait par des petites attentions. C'est-à-dire qu'en Corée, quand vous mangez un plat, on vous apporte des banchan, donc des accompagnements, donc plein de petits plats comme ça. Et on voit que sa mère lui disait toujours, même si elle pouvait lui dire attention, tu risques de prendre du poids, etc., et faire des remarques là-dessus, parce qu'en Corée l'apparence est très importante, même si elle lui faisait des remarques là-dessus, elle lui faisait ses accompagnements préférés, ou alors elle lui rapprochait l'assiette de ses accompagnements préférés pour que ce soit elle qui se serve en priorité. Et c'est plein de petites attentions comme ça, et j'ai trouvé que c'était un beau roman qui parle aussi bien d'un amour mère-fille que de la culture coréenne, mais entre guillemets la vraie culture coréenne. C'est-à-dire que là c'est pas romancé, c'est pas romantisé, c'est voilà, on sait que les parents, et surtout les mamans asiatiques, ont une certaine exigence envers leurs enfants, et que c'est pas du tout dans un but de il faut que mon enfant soit parfait pour cette idée de perfection, que sais-je, c'est vraiment parce que la réputation est importante, d'une part, et que si l'enfant a des bonnes notes, rencontre le succès dans son travail, etc., il pourra se marier, il pourra avoir des enfants, et il y a vraiment ce côté accomplissement de sa vie quand on est marié, qu'on a des enfants, qu'on a une bonne situation financière. C'est vraiment propre à certaines culture asiatique et on le voit très bien là-dedans. Et comme elle a cette double nationalité et qu'en plus elle vit aux États-Unis, Michel elle n'est pas forcément d'accord, on voit aussi sa relation avec son petit ami, on voit plein de choses et c'était un roman qui était touchant sans pour autant tomber dans quelque chose de dramatique, tire-larme, etc. Non, c'était vraiment fait tout en pudeur. Et on voit la culture de la maman et on voit que Michel, quand sa maman décède, elle essaie de se raccrocher à ses origines coréennes, elle essaye de retrouver ça et de comprendre sa mère et elle la découvre d'une autre façon. Et ça m'a vraiment touchée comme livre et au début j'étais là bah non je pense pas que je vais le garder parce que oui c'est sympa, alors c'est des gros pavés narratifs donc ça se lit pas comme un young adult hein, on est bien d'accord, même s'il y a des dialogues ça reste quand même beaucoup entre guillemets d'introspection. Au début j'étais pas du tout dans le titre de le garder et en fait je trouve que c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de ce que je connais et ce que j'aime de la Corée, cette pudeur. Et en même temps, ce côté de Michel est américaine, donc j'arrivais à relate son point de vue et à me dire ok, moi je pense un peu comme Michel et du coup je comprends ce qu'elle veut pointer du doigt, sauf que moi ma mère elle est blanche, elle est française, du coup j'ai pas ces reproches là. Et je peux imaginer ce qu'a pu ressentir Michel à certains moments donnés de sa vie. Pour autant Michel elle a aussi une vie un petit peu entre guillemets particulière, c'est qu'elle a décidé de se lancer avec son groupe et de faire ça de manière professionnelle et son groupe n'explose pas. Donc là où sa mère aurait pu, entre guillemets, la renier et dire bah écoute, t'as pas fait de longues études, ton groupe ça marche pas, genre laisse tomber, elle l'a quand même soutenu. Et il y a beaucoup de petites choses comme ça, mais c'était vraiment un beau livre. C'est pas un roman, enfin c'est un livre autobiographique, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Juste gros trigger warning sur le cancer. Moi je sais que c'est une thématique qui me... Voilà, je suis un peu trigger par tout ça. C'était très bien fait, très respectueux, très réaliste en fait. Donc ça fait du bien aussi de voir le réalisme du cancer et la phase terminale parce que c'est pas un truc tout gai comme dans les romans young adult où 2 heures avant la personne est en train de se promener dans les champs avec l'amour de sa vie. Non. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé et je ne peux que vous le recommander. Ensuite on va faire une petite pause graphique puisque j'ai lu le 3e et dernier tome de la saga Qui suis-je pour t'aimer de Yuko Inari que je n'ai pas du tout aimé. En fait je l'avais redécouvert dans mes bibliothèques, j'étais là est-ce que je la vends ou pas, puis je l'avais gardé, puis en fait j'avais vendu un tome, enfin bref. J'ai fait un bazar pas possible et quand j'ai vu que le 3e tome était sorti je me suis dit bah je peux quand même le terminer, enfin le lire parce que ça me termine la saga. En gros, tu es cette jeune fille qui avait perdu la mémoire, elle a eu un accident, son papa est décédé et elle a perdu 1 an de sa mémoire. Et elle a un garçon qui s'appelle Thomas je crois, qui est là, le blond, qui tourne autour d'elle, qui est amoureux d'elle, et on voit qu'il y a ce brin qui fait aussi partie de sa vie, mais elle le voit comme le meilleur pote de Thomas. Et on sent qu'il y a un passé entre eux, mais on ne sait pas ce qu'il en est pendant 2 tomes. Dans ce 3e tome, on comprend leur relation passée à tous les deux,
Sauf qu'on est entre des flashbacks, donc des choses qui se sont passées pendant cette année qu'elle a oubliée et qu'elle est en train de retrouver sa mémoire, et on est un peu dans le présent et j'ai trouvé ça brouillon. Et le tome est un peu consacré, ouais je crois qu'il s'appelle Thomas, bref, consacré au blond, et la fin est plus focus sur le brun, et je vous avoue. Alors je me dis peut-être que je n'ai pas lu les trois tomes successivement et c'est peut-être pour ça que j'avais plus autant de souvenirs des 2 premiers tomes que j'ai lu il y a un moment, mais vraiment j'étais là, mais je comprends pas. Et en plus je l'ai lu en étant posée, en étant bien, en étant vraiment focus, hein. J'ai pas compris, j'ai pas aimé. Et je ne peux vous dire que ça, parce qu'en plus de ça c'est un 3e tome, mais pas ouf. Genre pas une bonne fin de saga, vous voyez. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Our Beloved Summer de Lee Na-eun et de Han Kyung-chol. Voilà. Faut savoir que c'est un K-drama, enfin ça a été adapté en K-drama sur Netflix. Vraiment regardez-le, Our Beloved Summer, c'est très très bien. La scène du sel, si vous l'avez vu, vous savez. Si vous n'avez pas vu, il faut aller le voir pour comprendre parce que c'est très drôle. C'est l'histoire d'un homme qui décide de faire un reportage dans un lycée avec la fille la plus intelligente de la classe et le cancre de la classe. La fille très intelligente, elle vit avec sa grand-mère, on sent qu'elle a un passé un peu compliqué et on sent qu'elle fait tout pour réussir ses études parce que c'est important dans la culture coréenne de faire des études et voilà, elle essaye de s'élever socialement via ses études parce qu'elle sait que sa famille n'est pas là pour le faire. Et le garçon, lui, ses parents ont un restaurant, ça tourne plutôt bien, donc on va pas dire qu'il est riche, mais il n'est pas pauvre, il fait partie de la classe moyenne. Et lui, il s'en fout des études, c'est pas ce qui l'intéresse, par contre, il adore dessiner des bâtiments, de la végétation, et c'est vraiment une passion et il est doué pour ça. Donc il se concentre pas en cours, il s'en fout, parce que lui, il est juste plongé dans ses dessins et il veut juste faire ça dans sa vie. Donc lui, très tranquille, très chill, alors qu'elle, elle est très ordonnée. Les deux vont se détester. Vraiment. Et ils doivent faire un reportage ensemble et petit à petit ils vont voir un peu les failles et la subtilité de l'autre. Là où elle est intransigeante et elle se dit que non c'est pas possible, comment est-ce qu'il peut gâcher sa vie comme ça, comment est-ce qu'il peut ne pas saisir cette opportunité de faire des études, elle va entre guillemets relativiser et se rendre compte que il n'est pas aussi je m'en foutiste que ça, elle va le voir différemment, elle va aussi apprécier ses œuvres et c'est beau en ce sens, et de l'autre côté lui va comprendre plus ou moins que c'est lié à son passé si elle est comme ça, c'est vraiment cette exigence, elle vient pas de nulle part et c'est pas juste pour l'emmerder. Cette saga va être en 2 tomes, alors pour avoir vu le K-drama, c'est très réaliste. Il n'y a pas tous les éléments que j'ai aussi aimé dans le K-drama, mais c'est quand même très réaliste. Par contre, ça me surprend, c'est que ça sera encore 2 tomes, et je crois que le tome sort au mois de juin ou juillet, il me semble que c'est en juin. Je suis assez surprise parce que je pensais que ça allait être en 4-5 tomes quoi, il y avait plein de choses qui se passaient dans le K-drama, en sachant que je ne l'ai jamais fini parce que je ne finis jamais les K-dramas. Mais ouais, ça me surprend un petit peu, donc je suis curieuse de savoir comment ça va tout rentrer en un autre tome. Je pense que ça va être quand même différent du coup du K-drama, mais j'ai vraiment bien aimé ce premier tome, et j'ai hâte de lire la suite, je vous invite aussi à le lire. Les dessins sont pas les plus incroyables au monde, parce que niveau webtoon, on en a eu d'autres qui sont beaucoup plus jolis et bien foutus, mais je trouvais que ça passait bien, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, je vais vous parler de In Limbo de Deb Gigi. Voilà. Alors, je l'ai lu et j'ai déjà eu un mal fou à me souvenir. Donc, c'est tout en noir et blanc, enfin c'est plutôt gris que noir. Ici, on suit... alors, c'est une autobiographie. On suit Deb. J'adore ces planchetis, donc je vous les montre parce que vraiment... Ça a été beaucoup fait sur Procreate, il me semble. Donc, regardez ça, comme c'est trop beau. Donc il y a des dessins où parfois ça fait un peu... genre voilà, ça fait un petit peu bizarre, je trouve. Peut-être que j'ai plus l'habitude de lire des graphiques de ce genre. Mais bref, ici on suit l'histoire de Deb, qui est une jeune fille qui a une maman coréenne. Je crois que ses 2 parents sont coréens. En tout cas sa mère, c'est sûr. Elle arrive aux États-Unis et en fait, enfin elle arrive. Elle a été aux États-Unis et je crois qu'elle est née en Corée et qu'elle a débarqué assez tôt aux États-Unis. Et donc elle évolue aux États-Unis avec des Américains et elle se rend bien compte que elle a beau être américaine et avoir la culture américaine, elle sera jamais vraiment américaine parce qu'elle a des traits asiatiques que les gens à chaque fois qu'ils la voient ils lui demandent tu viens d'où. Deb, elle a beaucoup de conflits avec sa maman. Décidément c'est le thème de cette vidéo.
mais elle a pas mal de soucis avec sa maman, notamment à l'adolescence où sa mère ne la comprend pas et sa mère a tendance à avoir beaucoup d'exigences vis-à-vis d'elle, à beaucoup la sous-estimer, à lui faire des reproches, à ne pas l'apprécier pour qui elle est, à vouloir tellement qu'elle soit parfaite que ça devient contre-productif. Et Deb va s'enfoncer petit à petit dans la dépression. Deb a aussi une amie avec qui elle s'entendait très bien, et son amie va grandir, enfin va grandir, elles grandissent ensemble, mais son amie va plutôt être extravertie, à vouloir aller à des soirées, à faire plein de choses, là où Deb, bah, elle se sent pas très bien. Et les deux filles vont s'éloigner, et ça parle de rupture amicale dedans. Et voilà, il y a une planche qui est très belle aussi par rapport à ça, le fait de se sentir rejetée. Mais voilà, elle n'arrive pas à s'identifier à son amie, donc les deux femmes s'éloignent, et son amie va complètement couper les ponts avec elle, elle va lui dire pourquoi, mais elle va complètement couper les ponts avec elle. Et Deb a beaucoup de mal à se remettre du fait d'avoir perdu une amie qui lui était si chère. C'est pour ça que j'ai eu un petit attachement à ce bouquin. Je vous le dis tout de suite, trigger warning, dépression, suicide et automutilation. Deb va tenter de se suicider, c'est quelque chose qui est abordé dedans, on ne voit pas les détails de la chose, mais c'est largement évoqué. Et voilà, on suit un petit peu l'après, une tentative de suicide, comment sa mère réagit pas très bien, et comment ça la distancie. Non, c'est pas du tout français. Comment ça arrive à la différencier des autres où ils ont pas les mêmes préoccupations, pas les mêmes problèmes, pas les... Voilà, genre elle attendait de se suicider, c'est pas rien. Donc on suit Deb et on la suit pendant cette phase d'adolescence, je crois jusqu'à la fin du lycée. Elle fait aussi de la musique et on va parler de tout ça, où avant elle était vue comme quelqu'un de brillante dans la musique et au lycée elle se retrouve à être parmi les autres et elle est pas si douée que ça. Donc en fait tout ce qu'elle fait dans sa vie, Deb, c'est assez moyen. Et bah, avec une mère qui veut, qui exige quelque part bah, la perfection, c'est compliqué. Donc c'est un bouquin qui m'a touchée, mais que je trouvais surtout intéressant. Deb va aussi partir à la recherche un peu de ses origines coréennes pour se sentir comprise, parce que c'est pareil, il y a tout un truc à propos de l'opération des doubles paupières. En gros, les coréennes surtout, à la fin de leur lycée, il y a quelque chose qui est très populaire, c'est que avant l'entrée à la fac, beaucoup de coréennes se font opérer de la double paupière, donc pour avoir une double paupière, c'est très répandu, c'est vraiment un cadeau, c'est complètement banalisé, déjà la chirurgie esthétique et surtout celle-ci. Vous avez 18 ans, vous vous faites refaire les yeux, voilà. Et il y a tout ce truc-là qui est évoqué, la chirurgie esthétique, vraiment cet écart qui est entre les États-Unis et la Corée, et on parle de ça, et Deb va aller en Corée, ça va lui permettre de changer un peu de perspective, parce qu'elle est trop coréenne pour les États-Unis, et elle est trop américaine pour la Corée. Elle parle pas le coréen, du coup il y a plein de choses qui se mélangent, et c'était quand même intéressant pour ce côté identitaire. Je l'ai gardé, je ne sais pas si je le garderai ad vitam aeternam, mais voilà, j'ai vraiment aimé ce côté-là, donc... Je sais pas si ça pourrait vous plaire, mais moi j'ai vraiment aimé et c'était touchant et vraiment j'ai un peu relate à Deb, donc voilà. Cette vidéo est interminable, il m'en reste encore 3. Je vais aller très vite là-dessus, mais j'ai lu quelque chose de Chine de Cindy Shukai. Je vous parle assez régulièrement de Nanika et de cette collection, où en gros c'est de la vulgarisation d'une culture. Je pensais que c'était essentiellement sur les pays asiatiques, mais j'ai vu qu'il y avait aussi des pays d'Afrique, et je crois aussi d'Amérique latine. J'ai un petit doute là-dessus. J'aimerais bien lire celui sur le Japon, même si je connais pas mal de choses, ça pourrait être intéressant d'avoir un autre point de vue. En gros, ici l'autrice va nous expliquer très brièvement l'histoire de la Chine, sa culture, sa gastronomie, un petit peu cette façon de faire. J'avais déjà lu quelque chose de Corée du Sud où là j'avais rien appris, genre vraiment je vous le dis clairement. Si vous connaissez rien de la Corée du Sud ça va être intéressant, mais si vous êtes déjà renseigné sur l'histoire, si vous avez déjà regardé des K-dramas, parce que ça aide mine de rien à savoir un petit peu les codes sociaux etc. Enfin vraiment si vous êtes un minimum intéressé à la culture coréenne, sud-coréenne, vous allez rien apprendre. Celui sur la Corée du Nord je l'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'on suivait du coup des jeunes femmes qui avaient été étudiées là-bas pendant quelques mois, et du coup on avait le point de vue de françaises sur la Corée du Nord, donc forcément c'est pas la réalité de la Corée du Nord, puisqu'elle était étrangère, mais c'est ce qu'on pourrait nous avoir en tant qu'étrangers si on allait en Corée du Nord. Voilà. J'ai lu aussi celui sur Taïwan que j'avais adoré, c'est mon préféré. Celui sur la Chine, c'est encore une fois une bonne introduction.
D'ailleurs, l'autrice elle-même le dit à la fin du bouquin, il y a plein de choses sur lesquelles elle s'est pas étendue, ça reste des résumés, ça reste de la vulgarisation, et ça permet un peu d'ouvrir un petit peu les yeux sur ce pays qui est très vaste, qui est très grand, il y a plein de choses à en dire, et on pourrait le résumer comme quelque chose de l'exploitation des gens, la fermeture d'esprit, etc. C'est un pays tellement grand et tellement vaste qu'on pourrait pas le résumer en réalité. Il y a plein de cultures au sein du même pays, il y a plein de langues, il y a plein de coutumes, etc. Voilà, c'est toujours bien ces petits livres, et c'est surtout que ça permet d'introduire. Genre, ok, tu connais rien de la Chine, tu lis ce bouquin, tu vois plusieurs choses, tu changes un peu ton état d'esprit dessus, et après tu vas te renseigner sur des pans historiques, tu vas te renseigner sur des pans culturels, tu vas te renseigner sur telle ou telle chose. Donc voilà, j'ai bien aimé. C'est pas mon préféré parce que, alors déjà j'ai pas un attachement énorme pour la Chine, je vous avoue. Il y avait plein de choses où c'était complexe pour moi, enfin vraiment, oui c'est une vulgarisation mais ça reste quand même complexe. Déjà juste les caractères chinois c'est complexe, voilà. Mais c'était une bonne introduction, il y a des petites choses où on vous donne des tips, genre si jamais vous allez en Chine, faites ci, faites ça. Ne soyez pas surpris en découvrant ça, donc c'est toujours bien. Mais appris certaines choses, il y en a d'autres que je connaissais déjà, il y a des choses qui m'intéressent pas forcément non plus dans la culture chinoise, donc grosso modo c'était sympa mais c'est pas mon préféré. Par contre je vous recommande vraiment les bouquins de Chinanika parce qu'ils sont incroyables pour ça. Ensuite on va arriver sur deux déceptions, donc je vous les montre comme ça, vous serez pas surpris. Love Theoretically de Alia Selwood et La fabuleuse laverie de Marigold de Yoon Jung-gun, je sais pas du tout le prononcer. Deux déceptions pour des raisons différentes, mais je pense des attentes trop hautes aussi. Déjà je vais commencer par le Alia Selwood, vous le savez ou peut-être pas, je suis fan de cette autrice. The Love Hypothesis a été un énorme coup de cœur, j'en parle à la terre entière, je l'aime trop. Voilà, incroyable, je l'aime. J'ai lu Love and the Brain que j'ai bien aimé aussi, j'ai lu Check and Math dernièrement que j'ai adoré. J'ai adoré au point de le faire lire à ma mère qui l'a elle-même adoré. Voilà, c'est ô combien j'ai aimé ce livre. Et ensuite je me suis attaquée au nouveau livre que j'ai lu en e-book. J'ai acheté un livre en papier que je ne garderai pas, je suis ravie. Ici on suit Elsie qui sort avec George, mais en fait elle ne sort pas avec lui. Alors oui je le dis à la française, ce sera George, ce sera pas George, ok. Elle sort avec George, mais en fait elle fait partie d'une application où elle peut devenir la fake girlfriend de quelqu'un. Et George l'avait employée, et avec George il y a une sorte d'amitié qui s'est créée entre eux parce que George est gay. Et que du coup la raison pour laquelle il voulait qu'elle soit sa fausse petite amie, c'est pour dissimuler le fait qu'il est gay dans une famille assez conservatrice et assez un peu fermée d'esprit. Et bref, elle sort faussement avec George, et George a un frère qui s'appelle Jack. Ouais, Jack, je savais plus si c'était Jack ou Jake. Et en fait, elle s'est inventé un faux statut, Elsie, de bibliothécaire, de quelqu'un de pas très... qui a pas fait de longues études, qui est assez simple, etc. Enfin bref, elle s'est inventé une fausse identité, sauf qu'à chaque fois qu'elle se retrouve avec Jack, il la met face un peu à son intelligence. Je crois qu'à un moment donné, il joue au Go. Je sais plus s'il joue aux échecs ou au Go, mais il me semble qu'il joue au Go. C'est un jeu de stratégie hyper répandu en Asie, enfin bref. Et elle va réussir à le battre, et genre toute la famille est surprise sur la genre comment est-ce qu'une bibliothécaire peut être aussi intelligente? Alors c'est un petit peu bizarre dit comme ça, et l'autrice le dénonce, parce que l'autrice elle est toujours en train de dénoncer des actions sexistes, etc. et misogynes. Mais bref, il y a un truc avec Jack où ils sont pas à l'apprécier, et à chaque fois ils pointent du doigt le fait qu'elle connaît pas bien George, et George et Jack sont vraiment très proches. Du coup, voilà, Jack il sent qu'il y a quelque chose, ça va pas. Il y a un truc qui fonctionne pas entre eux. Et le temps passe, Elsie continue sa vie, parce que du coup elle ne sort pas vraiment avec George, et elle va être appelée pour tenir je ne sais plus quel poste, enfin bref, on lui propose un poste. Elle commence à postuler, enfin elle commence à faire des démarches, etc. Et là, elle apprend qu'elle va devoir être confrontée à Jack. N'est pas Jack, son beau-frère potentiel, quoi. Non, non, Jack, le mec qui a écrit un article qui démontait les théoriciens, donc vraiment dans la physique vous avez les théoriciens et les expérimentaux, je sais plus comment on appelle ça, mais bref, voilà. Et elle, comme c'est une théoricienne, en gros, il a déglingué son métier il y a quelques années, et depuis les théoriciens ont du mal à subvenir à leurs besoins, enfin genre avoir des bourses, ce genre de choses, parce que c'est que des théories.
il n'y a rien d'évident, c'est juste des calculs, c'est ah bah si on fait ça, il pourrait y avoir ça, et on peut pas le prouver. Donc comme il a démoli son métier, elle le déteste. Sauf que quand elle apprend que c'est son faux beau-frère, c'est genre oh, comment ça se fait? Sauf qu'elle a menti, qu'elle a dit qu'elle était bibliothécaire. Donc lui il est là genre mais tu sors avec Georges, mais t'es bibliothécaire, est-ce qu'il sait pour ta double identité? Et voilà. Grosso modo on est là-dessus. Genre elle qui le déteste mais en même temps c'est le frère de son faux mec et voilà. Ça c'est pour l'aspect romance. Sauf que l'autrice a fait le choix. Alors dans tous les bouquins de Ali Hazelwood, à part Check and Mat, mais c'est du young adult, mais dans tous les romans adultes de Ali Hazelwood, elle met toujours à l'honneur des femmes doctorantes, donc des femmes qui vont vers un bac+7, soit qui l'ont déjà, soit qui sont en train de faire leur thèse, etc. Elle met à l'honneur les femmes scientifiques pour montrer que les femmes dans les sciences, elles existent, elles sont là, que les femmes sont tout aussi intelligentes que les hommes, qu'elles ont leur place dans ces milieux universitaires très sexistes et très masculins. Et voilà, elle veut vraiment mettre ça à l'honneur, et d'habitude j'adore parce que elle dénonce les choses en pointant du doigt, en disant clairement les termes, hein, elle met les pieds dans le plat, mais il y a cette romance qui, je sais pas, qui arrive à contrebalancer, tandis que là, c'était vraiment ciblé sur les théoriciens, avec plein de choses sur les théoriciens, les trucs. J'étais larguée, vraiment d'un point de vue pur de science, je ne suis pas du tout dans le milieu scientifique, je ne comprenais pas plein de choses, je ne comprenais pas les intérêts si à peu près, mais genre des choses ok, je ne comprends pas, voilà. C'était très universitaire, c'est presque fait pour les scientifiques, vraiment. L'autrice l'assume complètement parce qu'il y a une note d'auteur à la fin, une note d'autrice, où elle explique qu'elle a voulu plus s'axer là-dessus, mais sauf que vous avez un bon tiers du bouquin qui est vraiment sur ce truc de les théoriciens versus les autres, de pas forcément les femmes vues dedans, mais plutôt je sais même pas comment vous dire, vraiment c'était tout sur les théoriciens qui sont dénigrés et sur les hommes qui disent des choses et donc tout le monde les écoute alors que quand les femmes démontrent des choses on les écoute pas, mais c'était pas fait de manière subtile donc c'était juste, enfin j'avais l'impression de lire des essais à des moments donnés et j'ai pas aimé en fait ce parti pris, comme la romance où Jack il est très mignon, genre vraiment, elle sait faire les book boyfriends, Ali Hazelwood, mais bah, j'ai trouvé que leur couple il était plat. D'ailleurs il met du temps à s'installer. Pas trop compris certains de ses choix, certaines de ses décisions. Voilà, j'étais juste... c'était pas la pire chose au monde, mais c'est vrai que j'adore l'autrice. Et oui, on voit les femmes qui ont du pouvoir. On voit aussi qu'un peu tout est joué d'avance, tout se fait par relation. Il y a une autre femme qui va intervenir et elle-ci, elle va avoir genre ce côté un peu malsain qu'on peut avoir en mode oui mais qu'est-ce qu'elle a pu faire pour avoir tel truc, genre vraiment elle commence à dénigrer les femmes, après elle dit non mais je me reconnais même pas, je suis pas du genre à dénigrer des femmes, je sais que c'est quelqu'un d'extraordinaire, pourquoi est-ce que j'ai pensé comme ça, et je me suis retrouvée dans ce discours là où en mode des fois t'as juste la haine et que tu vas t'en prendre aux femmes parce que t'es là genre c'est plus facile de s'en prendre aux femmes plutôt que de dénoncer ce qui est à la base, c'est-à-dire le sexisme. Et il y avait des choses qui étaient intéressantes mais ouais c'était beaucoup trop, enfin c'était lourd, c'était lourd. Et même genre la pseudo-intrigue, on le découvre très vite et j'étais là oui bah en fait c'est ça, et après t'apprends que c'est ça, tu fais oui bah voilà. Donc ouais, grosse déception pour celui-ci, alors que vraiment je l'attendais avec impatience. J'ai un peu de chance quand même, enfin on a un peu de chance. On aura 3 romans de Ali Hazelwood cette année. On a eu Check and Mat, incroyable, coup de cœur, lisez-le, trop bien. C'est du young adult mais version Ali Hazelwood, parfait. On a eu celui-ci et on va avoir Bride, je crois que c'est ça hein. Oui c'est ça, qui sort chez Milady, donc c'est une catégorie de chez Hauteville si je dis pas de bêtises, et Bride ça parle de loups-garous, de vampires, tout ça, et j'ai vu que des avis positifs, j'étais à ça, genre vraiment à ça, de l'acheter en anglais, sauf que Ali Hazelwood, sa plume elle est trop complexe pour moi, mais vraiment j'ai trop hâte, je crois qu'il sort en septembre-octobre. Lui là, lui je vais le dégommer, par contre je vais essayer d'avoir un peu moins d'attente parce que j'ai été trop déçue pour celui-ci. Et je pense que c'est un peu la même chose avec La fabuleuse Avery de Marigold, où je pense que j'en attendais trop, et je suis partie sur une idée du truc, et pas convaincue. Ici, on suit une jeune femme qui s'appelle Jiun, qui, d'ailleurs, j'ai demandé à une amie de le commander sur Amazon pour l'avoir, pour lire en papier, je l'ai lu entièrement en e-book. Voilà. Je vous l'annonce aussi ici, du coup, il y aura quelques bouquins qui vont arriver sur Vinted, parce que j'ai dit que j'arrêtais Vinted, mais il y a 2-3 sorties qui sont assez récentes, et je me dis autant que vous les ayez à un prix raisonnable. Voilà, c'était la petite parenthèse.
Ici on suit Ji-eun qui est enfant quand on l'a su au départ et ses parents disent qu'elle a cette chance incroyable d'avoir 2 pouvoirs mais que c'est un peu une malédiction aussi. Elle peut apaiser les âmes et elle apprend qu'elle a un 2e pouvoir, sauf que là elle se met à disparaître, je ne sais plus exactement pourquoi mais bref. Elle disparaît et elle va commencer une nouvelle vie où ses parents n'existent plus, genre comme si c'était un monde parallèle, enfin c'est même complètement un monde parallèle, elle est dans un univers de magie, là elle se retrouve dans notre vie à nous, donc c'est du fantastique ce livre aussi. Elle se retrouve dans notre vie à nous et en fait elle va errer un peu comme ça au fil des années, où elle va apaiser les âmes, c'est son travail, mais elle y prend aucun plaisir, elle est juste là pour vivre éternellement. Et elle n'est pas heureuse et elle cherche ses parents, elle cherche un moyen de retrouver ses parents et de retourner auprès d'eux dans leur monde magique, mais elle n'y arrive pas. Et un jour elle va aller manger dans un restaurant et elle trouve que la nourriture est délicieuse, alors qu'en fait elle est dégueulasse. Tout le monde le dit mais pour elle c'est délicieux et elle demande à la dame de ne jamais changer son menu et que si elle le change jamais, elle viendra tous les jours manger chez elle. Du coup elle lui fait des gimbap, espèce de gros maquis coréen. Et elle va manger tous les jours chez elle et elle va tomber sur une laverie qui est juste à côté du restaurant et elle va décider de s'installer et son travail ça va être de laver les âmes. C'est à dire que les gens viennent la voir, ils portent un t-shirt, ils racontent leur histoire et petit à petit le t-shirt va se maculer de taches et elle va soit les laver pour que les personnes oublient leur traumatisme et ce qui les a rendus comme ça, ce qui a fait que leur âme est entachée, soit repasser les plis du t-shirt parce que parfois t'as pas besoin d'oublier les choses, t'as juste besoin d'avoir un peu de pommade dessus. Grosso modo c'est ça l'histoire. Et genre sur le principe, j'adore. Ce genre d'histoire, d'habitude, je l'associe plus à de la littérature japonaise parce que ils font souvent ce genre de choses et ils le font bien les japonais. Et ici, ça a vraiment cette conception-là de tranche de vie. Vraiment, pour moi, je l'ai vraiment vu comme une tranche de vie à la japonaise. Et c'est sympa. Genre vraiment, j'aime bien ce procédé-là, j'aime bien ce genre de un peu roman choral, je l'aime bien. C'est pas le truc dont je raffole, mais j'aime bien. Et c'est vrai que ce truc de d'âme, de nettoyeuse d'âme, ou de je vais repasser genre l'équivalent de ton âme pour apaiser tes blessures et tes souffrances, j'adorais le principe. Mon problème, c'est que j'ai pas du tout été touchée par les différents témoignages. Et en fait, comme on suit plusieurs personnes qui viennent dans cette laverie, il y a des personnages récurrents comme la personne qui tient le restaurant et 2-3 personnages qui gravitent un petit peu, mais autrement à chaque fois il y a une nouvelle histoire et du coup elle vient un peu s'imbriquer dans la vie de Ji-eun, etc. Mais on a différents personnages qui nous racontent leur vie, qui nous racontent leur peine, et il y a un truc que j'ai adoré dans cette histoire, mais c'est aussi quelque chose que je vais lui reprocher. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de citations, j'ai surligné je crois une 30aine de passages, du coup sur ma liseuse, mais j'ai surligné plein de choses parce que j'étais là, ah oui. Et ça fait un petit peu des mantras de vie, tu vois, en mode la vie elle est difficile mais il faut s'accrocher, il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre plutôt. Genre vraiment c'était un petit peu le truc de ce mindset de il faut traverser des épreuves dans la vie pour pouvoir apprécier les joies. Et c'est quelque chose que quand je lis ça, genre vraiment les citations j'étais là bah oui évidemment et ça me touchait. Mais c'était des choses très évidentes, juste bien schématisées. Genre après la pluie, le beau temps, c'était clairement ça. C'était vraiment... l'expression y était presque. Mais dans le contexte, c'était là, bah oui, évidemment. Est-ce que c'est mieux d'oublier certains traumas ou est-ce que les traumas te construisent et te permettent après d'être plus altruiste ou de comprendre les autres? Et évidemment que oui, mais de le voir sous forme de fiction et avec des citations et bien écrites, t'es là, ah bah oui. Et du coup tu surlignes et t'es là, ah mais évidemment, mais bien sûr que je relate à ça. Et en ça, j'ai trouvé ça bien, mais j'ai trouvé qu'on était trop focus là-dessus, sur ces espèces de citations de mindset de oh là là, il faut apprécier la vie telle qu'elle est. J'ai trouvé que c'était tellement focus là-dessus que les histoires des personnages, elles sont secondaires, et je me suis pas attachée aux personnages. Même Ji-eun, elle est pourtant, elle a tout pour être attachante, mais j'étais pas attachée à elle. On apprend plus son histoire à la fin, et en fait, encore une fois, j'étais là, oui, mais en fait, on a compris ce que tu veux dire, mais il n'y a pas de fond. Pour moi, il y avait... Enfin, il n'y a pas de forme, plutôt. Genre, il y avait un fond, mais il n'y avait pas de forme. Et je sais que ce bouquin va plaire, il a plu à l'ami avec qui je le lisais en lecture commune, mais pour moi, c'est un peu trop facile. Je pense que tout le monde pourrait faire ce genre de bouquin.
en faisant des rappels de ah oui, la vie elle vaut la peine d'être vécue, quand on pense à en finir il faut penser que, vraiment je vais vous faire une citation en mode Lovely Runner, mais vraiment si c'est une journée où il pleut, vis jusqu'à demain parce que peut-être que demain il y aura du soleil, et s'il n'y en a pas demain, attends après-demain et genre repousse l'échéance jusqu'au jour où il y aura un petit peu de soleil et un petit peu de bonheur dans ta vie. C'est vraiment l'état d'esprit du bouquin et je comprends, mais pour moi ça l'a vraiment pas fait parce que tout tourne autour de ça et j'ai trouvé qu'il manquait de profondeur, il manquait des personnages attachants, et autant je vous dis les japonais savent très bien le faire, et là je trouvais que, alors je vais pas comparer les deux littératures, et un petit peu si en même temps, mais là j'ai trouvé que la version coréenne ça l'a pas fait, et je sais qu'il va plaire, et je sais que peut-être que suite à mon avis vous allez dire ah oui j'ai besoin de ce genre de bouquin là, et c'était pas désagréable vous voyez, mais je vais lui mettre je pense un 2,5, peut-être un 3, j'ai pas encore fait ma notation sur mon carnet de lecture, mais je pense qu'on sera pas plus qu'un 3 sur 5 parce que c'était trop facile pour moi de balancer un peu ces principes là, ces espèces de mantras, sans avoir quelque chose derrière, de dire oui il faut garder l'espoir, oui il faut s'accrocher à la vie, ouais mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, et quand vous allez vraiment mal à un moment donné, voilà, je m'interroge souvent sur ce côté de avec tous les traumas que j'ai pu avoir, avec toutes les choses qui m'ont fait du mal, est-ce que je préférais oublier l'existence de certaines personnes, ou est-ce que je préférais oublier que certains événements se sont produits, est-ce que ça me ferait du bien, est-ce que je serais plus soulagée sans ces poids-là, c'est des questions que je me suis déjà posées. Et alors déjà, on peut pas, à part si on a recours à certaines pratiques, mais autrement de manière générale, on ne peut pas. Et au-delà de ça, c'est vraiment, bah non, ça fait partie de la vie de souffrir, c'est pas très juste quand des gens souffrent énormément et d'autres souffrent beaucoup moins, mais ça fait partie de la vie et on n'a pas le choix, il faut juste l'accepter. Mais ouais, j'ai trouvé ça un peu facile, et j'ai pas forcément complètement adhéré, et autant le truc de laver les âmes, j'étais là, oh là là, ça va être trop bien, on va avoir différents types de personnages, et en fait, non, on a toujours à peu près les mêmes personnages, et c'est peut-être ça aussi, il y a peut-être pas assez de variété en termes de témoignages, ça reste un peu toujours la même chose, je sais pas, ça l'a vraiment pas fait avec moi et je suis triste. J'ai bien aimé la petite fin, la petite morale, mais encore une fois, ça suffit pas à compenser tout un bouquin quoi. Mais je sais qu'il va plaire et je peux pas vous dire ne le lisez pas, parce que je sais que vraiment ça va vraiment faire le bonheur de pas mal d'entre vous, mais moi ça l'a vraiment pas fait. Trop de mantras, trop de fond et pas assez de forme. Sur ce, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez noté quelques titres. Je vous avoue que là, j'ai un peu balayé tous les genres. Non, j'ai pas lu de thriller. Mais bref, j'ai balayé quand même pas mal de genres littéraires, pas mal de thématiques différentes. J'ai pas lu tant que ça fait pas énormément de bouquins, mais je suis contente parce que j'avais réussi à reprendre un rythme de lecture en mai. Faut savoir aussi que j'étais en arrêt de travail et que mon moral s'est nettement amélioré, donc j'ai réussi à retrouver la concentration pour lire. Là je suis partie sur, je l'ai en papier mais j'ai un peu la flemme d'aller chercher, mais je suis partie sur Noblesse s'oblige, je vous le mets ici. Je l'ai tout juste commencé, c'est assez lourd comme texte en fait, c'est avec une écriture qui se veut un peu recherchée, un peu avec un langage soutenu, donc j'ai un peu du mal à rentrer dedans, mais la thématique me plaît. Donc je vais continuer de l'avancer, je lis en lecture commune avec ma copine Aurélie, donc on va voir ce que ça donne, et après je ne sais pas du tout ce que je vais lire. J'ai la plupart de mes bouquins de ma palle papier en e-book, et en ce moment je suis à fond sur le e-book, donc je vais continuer comme ça. D'ailleurs je pense que je vous ferai une petite review de ma liseuse, parce que ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai maintenant, et ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai tourné une vidéo là-dessus, donc je pourrais vous faire un petit update là-dessus pour parler de la lecture numérique de manière générale. Je vous le ferai durant l'été je pense, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!